Sur le monde cardinal de Santarcus, la simple évocation du nom des Minetti suffit à provoquer la stupeur jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Chaque génération de cette famille a toujours été liée à l'Inquisition impériale d'une manière ou d'une autre. La présence des Minetti est un signe de mauvais augure. Si mutants et psykers sont les proies naturelles de ces inquisiteurs, leur champ d'investigation s'étend à toutes les formes de l'hérésie, et ces chasseurs de sorcières sont également connus comme des tueurs de prêtres. Récemment, Santarcus servit de théâtre à d'immenses affrontements au cours desquels Alessandro et Bianca Minetti tentèrent de déjouer les plans des émissaires de Tzeentch. Mais dans le dernier acte de la tragédie que le maître du destin avait orchestré pour eux, Bianca fut emportée par une marée de démons et n'a pas été revue depuis lors. Nul ne connaît vraiment la nature des liens qui relient Bianca à Alessandro. Certains pensent qu'elle est sa sœur, d'autres qu'elle est sa femme. Le confesseur Léopoldus perdit sa langue pour avoir osé murmurer qu'elle était les deux à la fois. Peut-être que les deux inquisiteurs ne partagent rien d'autre que leur connaissance des domaines occultes. Un savoir trop précieux pour être perdu. Une seule chose est sûre, Alessandro ne reculera devant rien pour retrouver Bianca. Bonjour à tous et bienvenue sur Planet Wargame. Timothée et moi-même, nous avons le plaisir de vous retrouver pour un nouveau rapport de bataille, le troisième épisode de notre campagne intitulé Le destin de Bianca. Étant parvenu à arracher des mains des scribes bleus leur précieux grimoire supposé contenir les sortilèges perdus de Tzeentch, Alessandro doit à présent s'atteler à l'étude ésotérique de l'ouvrage. Pour se livrer à ce travail aussi dangereux que méticuleux, Alessandro préfère quitter Santarcus où les incursions démoniaques et les indiscrétions de la part de ses homologues inquisiteurs sont décidément trop nombreuses. Il cherche à retrouver la sécurité de son repère secret sur la lune Selenia, un endroit plus propice pour une étude ésotérique approfondie d'un tel ouvrage. Pour ce faire, l'inquisiteur a fait appel à l'un de ses contacts du secteur, le libre marchand Jeremiah Leonius. Ce dernier étant fortement redevable envers Alessandro, il n'a pas d'autre choix que d'offrir à l'inquisiteur, ainsi qu'à sa suite d'acolytes, le voyage à bord d'une de ses navettes de transport de type Arvus Leiter. Et ce, naturellement, avec toute la discrétion requise. Alors que Jeremiah Leonius et son technoprêtre s'attellent aux derniers préparatifs avant décollage, en ravitaillant notamment la cuve de l'appareil en prométhium, le sergent de l'escouade de Lion de Santarcus, qui escorte l'inquisiteur, ordonne à ses hommes d'assembler à la hâte des barricades avec les caisses de marchandises qui se trouvent sur la plateforme d'atterrissage. Alessandro, qui hésitait à avoir recours une dernière fois à une escorte tarcusienne en raison de la nature de plus en plus occulte de ses opérations, eut soudain le pressentiment que ces 10 hommes ne seraient finalement pas de trop aujourd'hui. Le ciel nocturne à la faveur duquel l'inquisiteur pensait pouvoir quitter Santarcus en toute discrétion se pare désormais de lueurs multicolores. Et Alessandro distingue déjà au loin les ricanements devenus familiers des horreurs de Tzeentch. Si Santarcus est toujours sujette aux incursions démoniaques depuis la fin des guerres pour le secteur vénétien, la perspicacité de l'inquisiteur l'empêche de penser que cette soudaine manifestation est une pure coïncidence. Ces satanés démons semblent déterminés à récupérer le grimoire qui leur appartient. Mais Alessandro ne peut leur restituer leurs biens sans en avoir extrait les connaissances qui l'intéressent. L'inquisiteur tourne son regard vers Selenia dans le ciel, et réalise que ces créatures ne lui offriront pas plus de répit sur l'astre qu'il a vu naître que sur Santarcus. Mais dans son repère, il sera au moins à l'abri des ingérences des inquisiteurs plus puritains, le temps de percer les secrets du livre démoniaque. Cependant, encore lui faut-il survivre jusqu'à ce que cette maudite navette veuille bien décoller. Retranchés derrière leurs barricades de fortune de chaque côté de la plateforme d'atterrissage du spatioport, les lions de Santarcus dénombrent en tout une dizaine de démons.
Les créatures grimaçantes semblent avoir planifié leur attaque car les valeureux soldats se retrouvent pris en étau. L'un d'entre eux a déjà perdu la vie, transformé en tas de chair amorphe par les flammes mutagènes. En retour, les vétérans tarcusiens ont abattu 3 de ces créatures sous une pluie de lasers. Mais forts de leurs expériences précédentes contre des démons de la même nature, c'est sans surprise qu'ils voient jaillir 2 petites horreurs bleutées de la dépouille encore fumante de chacune des 3 horreurs roses. À peine ont-ils eu le temps de reprendre leur position que les soldats impériaux aperçoivent déjà de nouveaux démons jaillir de la pénombre. Mais d'un signe de tête, le libre marchand Jeremiah Leonius fait comprendre à Alessandro que l'Arvus Leiter est malheureusement loin d'être paré à décoller. Lors de ce second round, les craintes initiales des Lions de Santarcus se sont confirmées. Une seconde vague de démons est venue déferler sur le champ de bataille. Les tirs disciplinés des soldats sont parvenus à abattre 3 horreurs roses supplémentaires. Et les échos de ricanements sinistres au loin laissent présager qu'il y en a encore bien davantage tapis dans l'obscurité. Esquivant de justesse l'un des projectiles enflammés tirés par les horreurs roses, l'un des gardes tomba de son promontoire fait de caisses de munitions et se blessa grièvement à la jambe. Mais il pouvait tout de même s'estimer heureux d'avoir échappé à un destin pire que la mort. Bien que de plus en plus de démons affluent vers le champ de bataille et que certains se rapprochent dangereusement de la plateforme d'atterrissage, ce troisième round a représenté une accalmie au cœur du combat. Plusieurs horreurs bleues ont tenté de charger les Lions de Santarcus, mais leurs tirs de contre-charge les ont tenus en respect. Les projectiles magiques et les salves de laser se sont entrecroisés en tous sens, mais très peu ont touché leur cible. Le garde précédemment blessé eut à peine le temps de regagner sa position derrière la barricade qu'une nouvelle décharge psychique vint sceller son destin. Parallèlement, de l'autre côté de la piste d'atterrissage, un garde esseulé parvint tout de même à abattre une horreur rose. Alors qu'il se contentait jusque-là d'attendre passivement le signal du pilote de l'appareil, Alessandro Minetti et sa suite d'acolytes réalisent à présent qu'il leur faudra eux-mêmes prendre part au combat le temps que se remplissent de prométhium les cuves de l'engin. Les petites horreurs bleues, qui sont notoirement moins joviales et plus hargneuses que leurs grandes sœurs roses, furent les premières à se jeter sur les Lions de Santarcus ainsi que sur la suite inquisitoriale. Mais ni leurs coups de griffes, ni les coups de baïonnette des gardes impériaux ne furent très efficaces. Mortels et démons apprenant à se jauger l'un l'autre au corps à corps. En revanche, le combat qui opposait les horreurs bleues à l'inquisiteur Minetti et à ses acolytes prit une tournure radicalement différente. Simple caprice de la fortune ou plan magistralement exécuté, nul ne saurait le dire. Mais l'une des petites horreurs bleues, qui semblait au départ vouloir lancer un sortilège bien trop ambitieux pour un démon de son rang, se mit à enfler et enfler avant d'éclater dans une débauche de flammes irisées. La violence soudaine de cette explosion souffla Alessandro, 3 de ses acolytes, ainsi qu'une horreur à proximité. Les 3 membres de la suite inquisitoriale, Senestra, le chérubin et Lucilia, étaient grièvement blessés et totalement hors de combat. Alessandro, quant à lui, souffrait d'une sévère blessure au bras, mais se releva rapidement. Cette explosion sembla troubler tout autant les démons que les mortels, car ils demeurèrent tous autant qu'ils sont hagards, hébétés, incapables d'en découdre avec leurs adversaires. S'il restait possible pour Alessandro de rapatrier ses acolytes blessés dans la soute de la navette, il devenait à présent urgent de quitter la zone. De toute évidence, les Lions de Santarcus ne tarderaient pas à être submergés par les démons, et les chances de survie de l'inquisiteur s'amenuisaient un peu plus chaque seconde. Alors que toujours plus de démons arrivaient sur le champ de bataille, le pilote de l'Arvus Leiter fit signe que l'appareil était paré au décollage. Tandis que les turbines commençaient à rugir, Alessandro et ses acolytes, tous grièvement blessés, se replièrent vers la soute de l'appareil.
Bien que l'Arvus Leiter disposait encore de place pour abriter quelques hommes supplémentaires, les soldats tarcusiens encore debout décidèrent vaillamment de rester sur place pour couvrir la retraite de l'inquisiteur. Alors qu'Alessandro embarquait à bord de l'Arvus Leiter, une horreur bleue particulièrement féroce lui agrippa la cheville et se mit à le griffer frénétiquement. Si l'inquisiteur finit bien par l'oxyre, il était à bout de force, et un si piètre adversaire faillit bien avoir raison de lui. La porte de l'appareil commençait déjà à se refermer lorsque Jeremiah Léonius et son fidèle technoprêtre sautèrent de justesse à bord. Et Jeremiah ne manqua pas de faire remarquer à Alessandro qu'il avait bien failli oublier le propriétaire légitime de cet aéronef sur place, et d'y ajouter quelques railleries sur le fait qu'un si grand inquisiteur ait failli être terrassé par un petit diablotin bleuté. Mais l'inquisiteur grièvement blessé n'avait pas le cœur à l'écouter. Le vrombissement rassurant des moteurs de l'appareil au décollage lui faisait penser qu'il serait bientôt sur Sélénia, son astre natal où il pourrait passer à l'étape suivante de son plan.